Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble le dossier Eli Lilly. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence avec le cours de l'action. On est sur un léger creux depuis, on a baissé depuis les plus hauts à 966 $. On est en train de rebondir suite à la publication des résultats. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à Eli Lilly? On regarde ça. Donc moi, je vous rappelle, je suis à l'écart globalement du secteur des pharma parce que c'est trop dangereux comme secteur d'activité, trop imprévisible. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. On est sur une croissance médiane de 7%. 2024 s'est soldé par une croissance de 32% après 20% en 2023, donc il y a quand même une forte croissance, ça c'est intéressant. On a pas mal d'acquisitions, on a 16 milliards d'acquisitions sur la période étudiée. Est-ce que ici, donc, c'est de la croissance organique ou est-ce que c'est de la croissance par acquisition? Il manque la donnée, donc à vérifier. Parce que ça me semble un peu surprenant qu'on ait une aussi forte croissance sur l'entreprise, mais c'est possible. En tout cas, on est sur un beau dossier en termes de croissance. On continue avec les taux de marge. Le taux de marge brut est à un niveau monopolistique de 81,3%. Donc l'entreprise a un très bon pouvoir d'augmentation des prix, ça c'est très beau. Taux de marge d'EBITDA qui suit bien la hausse, voire qui surpasse la hausse du taux de marge brut, c'est-à-dire qu'on arrive en plus à dégager de l'efficience opérationnelle, donc on améliore les opérations, fantastique. Et le taux de marge net arrive, alors lui il suit un peu moins bien le taux de marge d'EBITDA, donc on est un peu on est quand même sur un bon niveau sur la période à 23,5%, taux de marge net à 23,5%, c'est quand même très honorable. Donc on voit qu'ici on est sur une société qui est bien gérée, juste vérifier ce point-là, peut-être qu'en plus on a de l'exceptionnel qui impacte le taux de marge net et que les free cash flow sont finalement plus élevés, c'est ce qu'on va regarder tout de suite avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est sur des bénéfices nets qui sont plus bas que les free cash flow. Donc comme d'hab là, on a la publication de 2024 annuelle, mais on n'a pas les tableaux de flux de trésorerie. En général, il y a des boîtes qui publient en deux temps, c'est-à-dire qu'ils font des résultats annuels préliminaires sans le tableau de flux de trésorerie, et on l'obtient ensuite quand on publie les résultats complets. Donc là, on va dire que si on s'arrête sur 2024, on a des free cash flow qui étaient à peu près équivalents au bénéfice net, il manque 7 milliards, ça fait à peu près 2% du total de free cash flow. Bon, c'est pas énorme. Donc, à la rigueur, on pourra utiliser le price earning pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. On continue avec la rentabilité opérationnelle, le rendement des capitaux investis. On est sur une médiane très élevée de 26,5 et sur une explosion sur le dernier trimestre. Alors, en 2024, on était à 30% et en septembre 2024, on était à 30% et en décembre, on est maintenant à 50%. Qu'est-ce qui explique cela? Là, il faut aller quand même lire la publication et comprendre ce qui fait qu'on soit à un tel niveau de rentabilité des capitaux investis. Avec ça, on arrive à autofinancer la croissance sans problème, voire dégager des excédents de cash. Donc ça, si c'est pas une erreur, c'est franchement très beau. On continue avec l'endettement du groupe. Alors, on est à peu plus de 1,5 fois l'EBITDA en termes de dette nette, donc c'est un niveau qui est moyen, on n'a pas trop de problèmes avec ce niveau de dette-là, elle n'est pas trop lourde. Elle a l'air de se stabiliser sur les deux dernières publications, donc ça c'est plutôt bien. Mais en revanche, on n'a pas beaucoup de free cash flow, et donc ça représente un montant assez énorme de free cash flow, donc il faut voir à la publication combien on a de free cash flow. Est-ce qu'on va revenir au niveau, on va dire, de 2022 où on était à peu près à 6 milliards, ou est-ce que ça reste un niveau assez médiocre? Parce que là, pour rembourser la dette, ce qui se fait avec les free cash flow, eh bien, on va un peu en manquer. On va regarder si l'actionnaire est bien traité sur Eli Lilly. On regarde le dividende, les rachats d'actions, le rendement de l'actionnaire. Donc, là, ça va être compliqué. Alors, on est sur un dividende croissant, en accélération même. On est sur un rendement qui est, à mon avis, assez faible. On va calculer ça. On est sur du 0,5 en termes de rendement, donc c'est assez faible, hein, c'est très faible même. Si on prend les free cash flow de 12 derniers mois à septembre 2024, eh bien, on n'a pas de quoi payer le dividende, donc on s'endette pour payer le dividende, ce qui est un peu dommage. Si on normalise ces free cash flow, on va prendre les free cash flow à 5 ans, puisqu'il y a eu un peu de croissance quand même, on serait à 5 milliards. Et on verse un dividende de 4,5 milliards. Donc, ce dividende n'est pas du tout sécurisé. Un niveau sécurisé de dividende, ça serait 2,5 millions, à peu près, un peu plus, 2,5 millions, ce qui représenterait un rendement vraiment ridicule. Il n'y a pas de rachat d'actions non plus sur Eli Lilly, donc le rendement de l'actionnaire, il est vraiment, vraiment très faible.
et c'est un peu dommage. Surtout vu le secteur d'activité. On continue, et surtout vu la rentabilité. Donc, il faut expliquer pourquoi les free cash flow sont en chute libre depuis quelques trimestres. Hein. Ça, c'est pas bon. Même si la rentabilité est énorme en termes de rendement des capitaux investis, derrière, il n'y a pas de free cash flow. Donc, où est-ce qu'ils passent ces free cash flow? Est-ce que c'est les capex qui sont énormes? On peut regarder, hein. On a les capex qui sont énormes. On a 22 milliards de capex en plus par rapport aux dépréciations et amortissements. Donc ça prend une large part des cash flows opérationnels et donc des free cash flow. Donc, pourquoi est-ce qu'ils investissent autant? Oui, ça a l'air de générer du cash, enfin, ça a l'air de générer des bénéfices, mais pas des free cash flow. Donc, problème. Pourquoi est-ce qu'on génère pas de free cash flow? Ça, c'est un élément à aller creuser. Et maintenant, on peut regarder la valorisation. On va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA, vu qu'il y a de la dette, et on est complètement surcoté. On a plus de 50% de surcote sur Eli Lilly par rapport au multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA. Conclusion du dossier, passez votre chemin. L'actionnaire n'est pas si bien traité que ça en termes de rendement. La valorisation est surévaluée complètement et il n'y a pas de free cash flow. Donc là, il faudrait patienter ou peut-être qu'il y a un élément qui fait que les free cash flow sont inexistants mais temporairement et que ça va bien repartir par la suite. Voilà. La publication a été bien reçue par le marché, mais pour moi, je trouve que c'est on n'a pas les free cash flow encore annuels 2024, mais j'ai l'impression que ce dossier n'est pas si qualitatif que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.